tu me mentionnais en off que les Anglais ont tendance à dire interesting, mais qu'en fait c'est pas si positif que ça. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu? Ouais, ça a été mon plus grand ascenseur émotionnel du début, puisque dans les premières semaines, je suis arrivé effectivement dans ces réseaux et donc tu discutes avec 30 entrepreneurs et tu fais des one-to-one avec chacun, et derrière c'est oh interesting, oh ok, et tu te dis je vais vendre, je vais cartonner. Et là, moi, j'ai appelé mon associé, je lui dis salut Max, écoute, je sors d'un meeting, le gars est super intéressé, ça va le faire. Ça signait jamais. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, ça j'ai appris, que la culture anglaise et la politesse anglaise faisait que quand ils te disent ça, c'est une manière polie de dire non, tout simplement. En fait, on dit pas non en Angleterre ? En tout cas dans le business ? Non, ils ont du mal. Et d'ailleurs, nous les Français, c'est pour ça que parfois on est vu un peu comme des bossy, entre guillemets, comme ils disent, ou autre. On est très direct, très cash. C'est juste que nous, quand on veut pas, on dit non, ça m'intéresse pas. Alors que la culture anglaise, c'est beaucoup moins ça. Ils vont prendre plus de pincettes ou te dire oui peut-être, ou intéressant, et repousser à plus tard. On arrive avec une bonne intention qui est de dire... Bon, moi, je vais essayer de pas trop fréquenter des Français au départ. Je vais essayer de m'intégrer. Et au final, tu te rends compte que quelques mois après, c'est quand même plus simple parce que les locaux t'ont pas attendu. Ils ont leur tissu social, ils ont leur vie. Donc c'est quand même plus simple de lier avec d'autres Français avec qui tu partages la langue et la culture, mais aussi avec d'autres étrangers. Toi qui sont dans la même situation que toi et qui se disent moi aussi je suis expat, donc j'ai pas tant d'accroche que ça, en tout cas en local. Et donc ils sont plus ouverts d'esprit. En tout cas, c'est mon expérience, pour pouvoir lier et créer des nouvelles amitiés adultes. Voilà. Mais je me suis dit, tu vois, mais il y a un moment donné où tu as un peu ce complexe et tu te dis, j'essaie de le cacher, je vais essayer d'apprendre à prononcer mieux, etc., tu vois. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu te dis, mais c'est quoi ma stratégie ? Est-ce que j'essaye de capitaliser sur mes points forts ou est-ce que j'essaie de travailler mes faiblesses ? Ce qui demande beaucoup plus d'énergie et de temps. Et en fait, mes points forts, c'est que on a une boîte qui tourne, on a des très gros clients, des très belles marques. Tu vois, quand tu travailles avec des Lavazza, Bic, Nike ou autres, aujourd'hui, ça parle à tout le monde. C'est robuste, ça parle à tout le monde. Et donc, on va plutôt en faire une force et dire, nous, ce qu'on apporte, c'est ce côté français. Alors, c'est sûr, c'est clivant. Ça met de côté tous ceux qui veulent pas bosser avec des Français. Ça met tous ceux qui ont ça met de côté tous ceux qui ont une mauvaise image des Français. Par contre, tous ceux qui, au contraire, sont intéressés, eux, ça les engage davantage. Voilà. Donc, maintenant, on y va et je mets les pieds dans le plat et dès les premières minutes, j'ai mon elevator pitch, tu vois. Voilà, j'ai un nom anglais, mais je suis bien français, rassurez-vous, et les gens l'entendent bien. Je sais pas en verbal en tout cas, mais après en manière de faire pour essayer de créer des amitiés, c'est vrai que les codes sont un poil différents. Nous, on a l'habitude en tant que Français à inviter à venir déjeuner ou dîner chez nous. Voilà, il y a quelque chose autour de la maison, le foyer. Ici, beaucoup moins. Ici, c'est beaucoup plus. En fait, on va se retrouver dans le parc, on va se retrouver dans le pub. C'est normal, c'est la culture locale. Donc c'est assez différent, mais il faut pas justement se dire tiens, j'ai l'impression qu'ils ont pas envie d'être potes ou un peu plus parce que en fait c'est normal ici, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet à avoir à l'esprit, parce que parfois tu peux dire mince, ils ont pas l'air intéressés et nous on voulait lier d'amitié et en fait non, c'est juste que c'est comme ça les codes ici. Ouais, non, ça fait naturellement en fait, vu que quand on t'invite, on te dit viens au pub avec nous, ou etc. Après, tu t'en fais de même. Je pense que c'est aussi notre responsabilité, nous, tu vois, quelque part. On est expatriés, c'est nous qui venons dans ce pays-là, dans cette culture. C'est aussi à nous de nous adapter au code et faire aussi notre pas. Donc, et je pense que ça doit venir d'abord de nous. Donc, non, on s'y habitue. Et puis maintenant, je t'avoue qu'on adore. On adore nous dire tiens, ce samedi ou dimanche, on se retrouve, on se fait le Sunday roast et on passe 2 heures, 3 heures au pub. Et quand il n'y a pas les siestes, évidemment, quand il n'y a pas tout ça, mais et on passe un bon moment. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos amis français vous trouvent hilarant alors que vos amis chinois ne comprennent pas vos blagues ? Ou encore, pourquoi est-ce que vous réussissez à faire des affaires avec les Mexicains mais absolument pas avec les Anglais ?
Eh bien, la réponse réside sans doute dans les différences culturelles qui influencent notre manière de communiquer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Hatton, un entrepreneur français basé à Londres. Et dans cet épisode, ensemble, nous explorons son parcours en mettant l'accent sur les différences culturelles, que ce soit dans le monde des affaires ou encore dans celui des relations amicales entre la culture anglo-saxonne et celle de France. Julien Hatton, il a fait le choix de s'installer à Londres pour poursuivre le développement d'une entreprise qui tournait très bien en France. Alors pourquoi a-t-il tout plaqué pour s'imposer ce défi de taille ? Dans la culture anglo-saxonne, les codes de communication diffèrent considérablement de ceux de la France. Pourtant, on est tout près géographiquement. Les attentes, les normes, les valeurs qui régissent les interactions professionnelles et amicales sont hyper différents. Julien nous éclaire donc sur les contrastes qu'il a pu observer entre nos deux cultures et les apprentissages qu'il a tirés de ces expériences. Allez hop, ceinture, direction Londres en Angleterre. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Je m'appelle Julien, ça fait 5 ans que je vis à Londres. Si j'ai à me présenter personnellement, je dirais que j'ai 36 ans, 2 enfants, une compagne géniale. Alors je dis au féminin parce que je suis entouré de femmes, donc je suis en infériorité numérique à la maison. Qu'est-ce que je dirais ? Je leur dirais ouais, j'adore le sport, découvrir plein de choses. Et puis professionnellement, qu'est-ce que je fais ? Je suis entrepreneur depuis 13 ans. Je me suis lancé à 23 ans. Et puis j'ai un podcast. Et d'ailleurs, c'est moi qui pose des questions d'habitude. Donc là, c'est bien plus confortable quand c'est toi qui poses des questions. Et je suis auteur. Voilà. Et ouais, auteur depuis, t'as un livre qui est sorti récemment, on va y revenir. Alors j'aime bien, moi, reprendre en fait un petit peu le fil chronologique de ton histoire, puisqu'on va parler de ta vie à l'étranger. J'aimerais bien savoir en fait à quoi ressemblait ta vie il y a 5 ans et demi, on va dire, avant de quitter la France. Est-ce que tu étais déjà papa, tu étais déjà du coup entrepreneur, de ce que j'ai compris. Quelles étaient tes aspirations ? Est-ce que tu t'imaginais là aujourd'hui ? Enfin bref, raconte-moi un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors, il y a 5 ans, donc c'est 2018, ça faisait 5 ans que je vivais à Paris à ce moment-là. Et puis, avec ma compagne, on avait notre confort de vie, on avait notre appartement à Paris, nos proches, notre réseau. On était trentenaires. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, OK, mais on est dans un schéma un peu classique. On a besoin d'autre chose. Voilà, la trentaine, ça nous a pas mal bousculé. Non pas en mal, mais plus dans la réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire pour la dizaine à venir. Et là, on s'est dit, OK, mais en fait, on a cette vie qui est sur des rails, mais comment on peut faire pour faire autre chose ? Et donc, on a ouvert la possibilité de partir à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on a commencé à regarder les destinations qui se présentaient à nous. Julien est dans sa trentaine aujourd'hui, mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'à l'âge de 23 ans à peine, il a fondé sa première boîte, sa première entreprise. Et vous allez voir, c'est plutôt important pour la suite de son histoire. Je sortais d'études, à la base rien me prédestinait à devenir entrepreneur. J'ai fait un master, j'ai fait une licence TAPS d'abord en management du sport, donc pour organiser des événements sportifs. Après j'ai fait un master en marketing et c'est là où dans la dernière année d'études j'ai participé à un concours étudiant de création d'entreprise. En fait je voulais arriver à comprendre comment ça se créait, comment ça se gérait l'entreprise, mais j'avais pas d'intention derrière. Et en fait petit à petit on s'est pris au jeu, on a vu que notre idée elle fonctionnait plutôt pas mal, qu'on était sérieux, que le business plan tenait la route et finalement on a gagné le concours avec Maxime qui est devenu mon associé plus tard et on s'est dit en fait voilà, on est jeunes, lançons-nous, c'est pas grave si pendant 1 an de plus on mange des pâtes, on adore ça. Voilà, on est habitué, donc on s'est donné 1 an de test et c'est toujours une société qui existe puisque voilà, aujourd'hui je suis gérant de cette entreprise. Et cette entreprise, elle s'appelle BuzzNative et c'est donc l'entreprise que Julien dirige toujours aujourd'hui. C'est une agence qui se qualifie elle-même de calée-décalée et qui se spécialise dans le marketing, la publicité et la communication digitale. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est dirigeant dans une entreprise qui fonctionne déjà plutôt pas mal, qu'on n'a aucune envie de lâcher son bébé, mais que l'envie de partir à l'étranger nous chatouille de plus en plus ? Est-ce que ça doit forcément correspondre à un développement stratégique de son entreprise ? Enfin, comment ça se passe ? Il faut remettre dans le contexte 2018, donc l'agence elle a 8 ans.
elle est déjà mature, hein. On est déjà une dizaine de collaborateurs, ça tourne. Et si tu veux, depuis quelques années, on commence à avoir des clients qui nous demandent des missions en dehors de France, sur plusieurs territoires, où les rendez-vous sont en anglais. Voilà. Moi, à l'époque, je parle pas anglais business. Hein. Seule chose que je savais faire, c'était commander un burger. Donc, si tu veux, tu arrives dans des meetings où tu te dis « Wow, je comprends rien et je sais pas parler. » Comment faire? D'autant plus quand tu tombes sur des profils irlandais, tu vois, avec un accent comme il faut. Donc là, non, tu te dis « Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai plusieurs options devant moi? Je peux recruter, mais je peux aussi, moi, décider de partir à l'étranger. » Ça coïncide en fait, si tu veux, avec un moment de ma vie où, comme je te disais, avec ma femme, on se posait des questions, on se disait comment on peut faire. Elle avait déjà vécu à l'étranger, pas moi. Tu vois, elle a vécu en Espagne, elle a vécu en Australie. Moi, j'étais jamais réellement parti vivre à l'étranger et je ressentais ce besoin aussi d'avoir ce challenge. Donc en fait, il y a à la fois le pro et le perso qui ont convergé à ce moment-là. Et on s'est dit, c'est peut-être le bon moment. Donc moi, je me suis dit, voilà, quels sont les marchés intéressants autour de nous? C'est vrai qu'en Europe, puisqu'on en reparlera probablement, mais les Royaume-Uni faisaient encore partie de l'Europe, c'était une des places les plus importantes. Quand on regarde le marché, il est 4 fois plus gros que celui de la France pour notre activité. Donc même si avec le Brexit, il tendait, tu vois, à baisser un peu, et il serait toujours plus gros que le marché français. Et puis, c'est bien connu, mais au Royaume-Uni, ils ont une avance sur la partie digitale. Je me suis dit, c'est peut-être intéressant d'aller sur ce marché-là, prendre des bonnes pratiques, les ramener en France pour nos clients, ou accompagner des clients français pour aller à l'étranger, ou inversement, des entreprises étrangères pour intégrer le marché français. Comme ça que ça s'est fait. D'accord. Donc du coup, vous vous lancez. Donc on est en 2018. Te voilà qui débarque donc avec ta femme. Tes enfants sont pas nés encore, si? Non, on est que tous les deux pour l'instant. Donc vous arrivez, vous installez à Londres. Est-ce que tu peux me parler justement de ces débuts? Tu le disais, tu parlais pas vraiment l'anglais business et l'anglais tous les jours. À quoi ça ressemblait? Ouais, alors ça ressemblait à... En fait, c'était plutôt de la frustration au départ. J'avais ce sentiment d'être ni en Angleterre ni en France, parce que j'étais en Angleterre physiquement, mais à l'époque c'était les débuts, donc j'avais pas encore de réseau en Angleterre, j'avais pas encore de clients en Angleterre, donc tout simplement je travaillais beaucoup avec des clients français, avec l'équipe française, donc j'étais un peu dans une bulle, tu vois, comme un touriste qui veut pas partir, quoi, qui reste un peu. Tous les jours je parlais que français, j'étais en contact avec des Français, mais depuis chez moi. Donc voilà, ça a été les débuts assez frustrants. Les 6 premiers mois ont été assez frustrants. Donc après, je me suis dit, comment faire en fait? Faut que je m'intègre. Donc j'ai tenté des meet-up, je suis allé dans des associations, essayer de rencontrer du monde. Avec aussi alors j'ai écouté plusieurs de tes épisodes et c'est assez drôle quand les Français disent ça, mais c'est la vérité. On arrive avec une bonne intention qui est de dire. Bon, moi, je vais essayer de pas trop fréquenter des Français au départ. Hein. Je vais essayer de m'intégrer. Et au final, tu te rends compte que quelques mois après, c'est quand même plus simple parce que les locaux t'ont pas attendu. Ils ont leur tissu social, ils ont leur vie. Donc c'est quand même plus simple de lier avec d'autres Français avec qui tu partages la langue et la culture, mais aussi avec d'autres étrangers. Toi qui sont dans la même situation que toi et qui se disent moi aussi je suis expat, donc j'ai pas tant d'accroche que ça, en tout cas en local, et donc ils sont plus ouverts d'esprit, en tout cas c'est mon expérience, pour pouvoir lier et créer des nouvelles amitiés adultes. Voilà. Puis sur la partie pro, j'ai décidé tout de suite de m'intégrer dans des réseaux professionnels, donc de networking. Avec, à ma grande surprise, alors il y a plein de réseaux qui existent, mais moi j'étais dans un réseau d'affaires où il n'y a qu'un seul représentant de chaque activité. Et je me souviendrai toujours de ce jour-là, j'arrive et je suis en compétition avec d'autres agences locales anglaises. Je me dis, mais ils vont jamais me sélectionner, quoi. Moi, avec mon accent, j'arrive, j'ai pas de réseau sur place, ça va pas le faire. Et en fait, non. À ma grande surprise, ils m'ont sélectionné, donc j'ai intégré ce réseau, et si bien que chaque mercredi matin, entre 7h et 8h30, j'avais cette chance de pouvoir rencontrer une trentaine d'entrepreneurs britanniques et parler anglais, mais faire du réseau aussi et générer les premiers business. Intéressant, justement, c'est un truc sur lequel je voulais revenir avec toi. Donc du coup, comme tu le dis, c'est mathématique. Tu appliques donc du coup cette approche que tu as déjà utilisée en France, aux États-Unis, et donc tu essayes de générer des opportunités. Et tu me mentionnais en off que les Anglais ont tendance à dire
interesting, mais qu'en fait, c'est pas si positif que ça. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu? Ouais, ça a été mon plus grand ascenseur émotionnel du début. Puisque dans les premières semaines, je suis arrivé effectivement dans ces réseaux et donc tu discutes avec 30 entrepreneurs et tu fais des one-to-one avec chacun. Et derrière, c'est « Oh, interesting, oh, ok ». Et tu te dis « Je vais vendre, je vais cartonner ». Et là, moi, j'ai appelé mon associé, je lui dis « Salut Max, écoute, je sors d'un meeting, le gars est super intéressé, ça va le faire ». Ça signait jamais. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, ça j'ai appris, que la culture anglaise et la politesse anglaise faisait que quand ils te disent ça, c'est une manière polie de dire non, tout simplement. En fait, on dit pas non en Angleterre? En tout cas dans le business? Non, ils ont du mal. Et d'ailleurs, nous, les Français, c'est pour ça que parfois on est vus un peu comme des bossy, entre guillemets, comme ils disent, ou autre. On est très direct, très cash. C'est juste que nous, quand on veut pas, on dit non, ça m'intéresse pas. Alors que la culture anglaise, c'est beaucoup moins ça. Ils vont prendre plus de pincettes ou te dire oui peut-être, ou intéressant, et repousser à plus tard. Et alors, comment est-ce que tu t'y prends? Parce que donc à ce moment-là, comme tu dis, ton anglais est pas exceptionnel. Tu as ces codes culturels qui peuvent être un peu désarmants. Tu connais pas 1500 marques sur place. Comment est-ce que tu fais du coup pour développer ton business une fois que tu prends conscience de tout ça? Là, c'est très simple. J'applique ce que j'ai appris dans mon master marketing, c'est-à-dire le positionnement. Et je me dis, là, il y a un problème. Julien, et donc plus largement Buzz Native, est pas bien positionné en fait sur ce marché-là. Donc, comment je fais? Et c'est là où je reprends un à un notre offre, qui on est, etc. Qu'est-ce que veut le marché? Et je me dis, en fait, l'opportunité ne viendra pas spécialement du fait d'aller vendre à des clients anglais. Parce qu'on a eu des clients anglais, mais c'était surtout du réseau, justement, des gens qu'on a rencontrés et qui ont bien aimé la personnalité. Mais comment je vais aller au-delà de ce réseau? Parce que je ne peux pas m'inscrire dans tous les réseaux d'Angleterre. Et donc, c'est là où, en fait, on a pris un parti pris de se dire, ce fameux complexe, entre guillemets, d'être français en Angleterre, ou en tout cas, ce désavantage qu'on pourrait avoir, on va essayer d'en faire un avantage. Et c'est là où, en fait, on a changé complètement notre discours, notre positionnement, en disant, on affirme qu'on est français. Et c'est justement ce côté français qu'on apporte à un marché anglais qui est habitué tout le temps au même code. Mais c'est surtout, on apporte une chose que beaucoup ne peuvent pas faire, c'est-à-dire qu'on accompagne les marques anglaises à aller sur le territoire français. Et nous, ce territoire, on le connaît, ce marché, on le connaît. Et puis surtout, on a créé un discours pour essayer de toucher les directeurs marketing, les dirigeants étrangers basés en Angleterre, puisque eux sont dans la même situation que nous et eux sont peut-être moins attachés à travailler avec des Anglais. Intéressant. Et alors, comment est-ce que ça se passe? Et là, tout de suite, tu vois le changement. Parce que là où tu essayes de cacher ce côté français, en plus, moi, j'ai un nom qui sonne anglais, tu vois, Julien Hatton, tu vois, ici, c'est un nom connu. Enfin, voilà, il y a plein de trucs autour de Hatton. Ah ouais? Donc, ils m'enchaînent, ils pensent tous que je suis anglais. Ouais, le Hatton Garden, c'était un grand cambriolage d'une banque ou d'une bijouterie, je sais plus, en plein Londres. Il y a une station de métro. Enfin, voilà, il y a tout un... En tout cas, c'est un nom qui sonne anglais. Bon, au bout de 3 secondes, ils comprennent que je suis Frenchy, il n'y a pas de problème. mais je me suis dit, tu vois, mais il y a un moment donné où tu as un peu ce complexe et tu te dis, j'essaie de le cacher, je vais essayer d'apprendre à prononcer mieux, etc., tu vois. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu te dis, mais c'est quoi ma stratégie? Est-ce que j'essaye de capitaliser sur mes points forts ou est-ce que j'essaie de travailler mes faiblesses? Ce qui demande beaucoup plus d'énergie et de temps. Et en fait, mes points forts, c'est que on a une boîte qui tourne, on a des très gros clients, des très belles marques. Toi, quand tu travailles avec des Lavazza, Bic, Nike ou autres, voilà, aujourd'hui, ça parle à tout le monde. C'est robuste, ça parle à tout le monde. Et donc, on va plutôt en faire une force et dire, nous, ce qu'on apporte, c'est ce côté français. Alors, c'est sûr, c'est clivant. Ça met de côté tous ceux qui veulent pas bosser avec des Français. Ça met tous ceux qui ont ça met de côté tous ceux qui ont une mauvaise image des Français. Par contre, tous ceux qui, au contraire, sont intéressés, eux, ça les engage davantage. Voilà. Donc maintenant on y va et je mets les pieds dans le plat et dès les premières minutes j'ai mon elevator pitch, tu vois, voilà, j'ai un nom anglais mais je suis bien français, rassurez-vous, et les gens l'entendent bien. Comment est-ce que tu qualifierais en fait justement ces codes culturels? Est-ce que la manière en fait de faire du business entre l'Angleterre et la France sont foncièrement différents, même si finalement tu parles pas uniquement à des Anglais, donc de ce que j'ai compris. Je veux dire, t'as beaucoup appris de ça et puis justement t'as
as mis cet apprentissage au profit de ton entreprise. Est-ce que tu pourrais justement partager quelques apprentissages culturels pour se lancer, en fait, faire du business, je ne sais pas si c'est à l'étranger en général ou en Angleterre spécifiquement? Déjà, quelque chose de super important, c'est bien traduire son site internet ou ses supports. C'est important. Moi, je pensais que le faire avec notre anglais business pas natif était suffisant, et en fait c'est hyper important. Donc ça, c'est bien faire relire et réécrire par un natif pour que ce soit clair et que ça sonne anglais. En tout cas, même si nous on prend le parti pris de dire qu'on est français. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est que, en tout cas, moi, de mon expérience, j'ai trouvé que le business se faisait de manière beaucoup plus rapide. Tu vois, si on avait à comparer les deux pays, sans dire que l'un est mieux que l'autre, mais en France, tu vas devoir jouer des claquettes, tu vois, faire un repas, deux repas, etc., essayer de séduire un peu. En Angleterre, non, on est beaucoup plus focus sur la proposition de valeur. Voilà, j'ai ce besoin-là à ce moment-là. En face, il y a une solution, bon, on y va. En tout cas, j'ai trouvé ça plus rapide, plus direct que comment on fait du business en France. Et même si les Anglais aiment bien les moments conviviaux et boire une bière, parce que c'est plus la coutume ici, c'est plus d'aller boire une bière que d'aller manger comme en France. Mais voilà, je trouve que c'est plus rapide. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, le coût du développement, si c'est plus rapide, tu perds pas forcément de temps, quoi. Le coût des opportunités est pas forcément le même, j'imagine. Ouais, c'est vrai, déjà. En même temps, quand on s'est développé à l'étranger, on a eu le soutien, nous, de notre territoire, donc la région Centre-Val de Loire et le département du Loiret, que je remercie au passage, avec notamment des aides ou des subventions pour se développer à l'étranger, qui te permettent de te former, qui te permettent d'obtenir du budget pour aller faire du networking, pour aller traduire ton site, pour avoir de la visibilité aussi online. Donc ça, on a activé en fait ces leviers-là. Mais surtout, c'est pas tant qu'on ait eu du volume de demandes, mais c'est que sur les demandes qu'on a, on a des taux de conversion beaucoup plus importants. Parce qu'en fait, on a cette aspérité maintenant-là, en tout cas cette différenciation d'être basé dans les deux pays. Il y a très peu d'agences qui est capable de dire on est basé à la fois à Londres et à Paris ou Orléans, là où est notre siège. Et ça, c'est une force. Donc si bien que là où tu connais en France, par exemple, les compètes où il y a 3, 4, 5, 10 agences parfois en compétition sur le même dossier, j'ai pas connu ça là en Angleterre. Souvent, c'est soit on vous a déjà présélectionné, soit il y a 2 acteurs et c'est ça, en fait, c'est juste une shortlist. On a parlé de ton quotidien pro et de comment tu as rencontré du monde quand tu es arrivé. Comment est-ce que ça s'est passé, ton arrivée? Comment est-ce que vous y êtes pris avec ta compagne? Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises dont nos auditeurs pourraient bénéficier? Ouais, clairement. On est arrivé avec notre fleur et notre fusil. Ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a pris l'Eurostar. On s'est dit, on y va 2-3 jours. On prend nos valises et puis on va essayer de trouver un appart. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, hein, clairement. Donc on avait repéré quelques quartiers qui nous intéressaient, surtout en fait facilement accessibles depuis la gare de train en fait internationale d'Eurostar. Donc voilà, donc on avait ciblé la zone et nous voilà partis faire des visites. Moi à l'époque ma compagne elle travaillait en même temps, donc elle était au travail. Moi, toute la journée, elle bouquait des visites, elle m'envoyait, elle me disait tiens, tu vas là, donc je faisais les visites. Et puis après, quand j'avais du temps entre 2 visites, je rentrais dans des agences IMO. Alors c'est assez drôle, mais à l'époque, je pense que je les ai surpris, j'aurais même fait peur. Parce que j'arrivais, je parlais quasiment pas un mot, j'avais ma valise, je disais ok, en fait, je veux un appart. Prenait peur et souvent ce qu'ils me disaient ok mais il faudra 6 mois de déposit, donc de garantie. Je pense que c'était leur manière 6 mois, c'est énorme. C'est courant à Londres ou pas particulièrement? Je pense que quand ils ont peur du profil, voilà. Parce que là, tu vois, actuellement, on n'a qu'1 mois de dépôt. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Mais normal, on a avec des contrats français, des revenus en euros. Ils voient un gars débarquer. Donc moi, je leur disais, ouais, c'est bon, pas de problème. Et là, ils me regardaient comme ça. Ok. Donc voilà. Finalement, ça l'a pas fait. On est retourné 1 fois 3 jours plus tard. Et puis là, sur la dernière visite, on n'en pouvait plus. On s'est dit, on la fait pas. Finalement, on y va. Et en fait, on visite l'appart et on se dit, mais c'est celui-là qu'on veut. Donc, on arrive à l'avoir. D'ailleurs, de manière assez surprenante, parce que là, on se confronte à une différence
de fonctionnement par rapport à la France. La France, on est habitué à avoir un prix puis le négocier. Alors, négocier à la baisse. Donc, nous, on fait ça. Et puis, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, les agents IMO, ils disent « Ah bah ok, mais en fait, la part, il est parti, mais il était négocié, mais à la hausse. » Et on se dit « Mais vous n'avez pas le droit, c'est pas normal. » Ouais, on enchérit, en fait. Voilà, en fait, c'était notre vision française de négocier vers le bas. Et en fait, non, les Anglais ont l'habitude d'enchérir vers le haut pour l'avoir, justement. Donc, il y a 2-3 apparts qui nous sont passés devant nous comme ça. Et après, on s'est adapté. Et après, on a compris le système, quoi. Mais voilà, ça, c'est un vrai truc à avoir à l'esprit au départ, en tout cas. Du coup, donc tu as cette première année sur laquelle vous lancez. Au bout de cette première année, ça y est, tu assumes ton accent français. Ça fait partie de toi et c'est même un atout dans ton approche commerciale. Tu me parlais aussi du small talk. Le fait de faire la conversation, c'est un truc pour lequel on n'est pas très bon en français. Je dirais que c'est pas les mêmes sujets. Tu vois, en Angleterre, tu vas les small talk, ça va être la météo, quoi. Ici, on est fan, on parle de météo. En même temps, vous avez matière à en parler à Londres. Ouais, alors tu vois, je vais défendre Londres et les UK. Il pleut pas tant que ça. Je suis brestoise, si tu veux. J'ai cette chance. Je connais, mais. Ah oui, ok. Donc tu connais l'eau. Non, mais donc ça va être plus autour de ces sujets-là. Et les gens vont beaucoup moins, en tout cas, moi, encore une fois, de mon expérience, mais rentrer dans le détail et le perso. Par contre, en France, tu vois, tu vas parler beaucoup plus politique, grand sujet, et quitte à pas être d'accord. Donc, il y a vraiment ce côté de différenciation entre l'anglais qui veut pas faire de vagues, et on va parler de choses communes, mais où il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, et puis le français qui aime bien débattre. Au moment où Julien et sa famille décident de partir s'installer en Angleterre, à Londres, ils savent que le Brexit a été voté. Mais son application reste encore un peu floue. Alors comment est-ce que ça se passe depuis qu'il est installé à Londres ? On le savait et j'ai envie de te dire, c'est même été plutôt un argument en faveur. Ah ouais. En faveur de Londres. Ouais, parce qu'en fait, là où beaucoup voient un risque, nous on y voyait une opportunité et à plusieurs titres. Le premier, c'était qu'on savait que s'installer après le Brexit au Royaume-Uni, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc là, venir avant, c'était plus simple. Le Royaume-Uni avant qu'il soit effectif, tu veux dire. L'Europe. Ouais, okay. Voilà. Il était voté quand on y allait, mais il n'était pas encore mis en pratique. Ouais. En même temps, le Brexit, ça impliquait aussi finalement une certaine vague de départ. Qui dit départ dit laisser de la place aussi à des nouveaux arrivants. Donc nous, on s'est dit, tiens, c'est aussi peut-être une opportunité. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le marché sur lequel moi je travaille, c'est 4 fois plus grand que la France, que celui de la France. Donc même s'il venait à baisser, il resterait des opportunités business. Puis après, il y a quelque chose aussi qui est plus lié à ma personnalité et celle de ma femme, c'est que voilà, quand tout le monde prend à gauche, on aime bien prendre à droite ou inversement. Et pour nous, c'était sympa de prendre un contre-pied ici et d'aller à contre-courant. D'accord. Et alors, comment c'est rentré en application quand, alors, le Brexit ? C'était 2020, 1er janvier 2020, de mémoire, ou 2021, je ne sais plus. Nous, ça nous a laissé le temps en fait, d'avoir tous les papiers, tous les statuts nécessaires qui nous permettaient de dire qu'on avait le droit de rester sur le territoire. Et donc, voilà pourquoi on est parti juste avant. D'accord, ok. Ouais, donc en fait, finalement, le timing a été plutôt à votre avantage. Ouais, il a été à notre avantage et on le voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu veux accueillir, que ce soit des stagiaires, recruter, des gens qui viennent de France, il faut un visa, il faut tout un tas de paperasse, il faut payer. Donc voilà, c'est aussi plus compliqué. Donc voilà, pourquoi on s'est empressé de le faire avant. Bien joué. Et alors, tes enfants, tes filles sont nées en Angleterre, du coup ? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'expliquais tout à l'heure que c'était la convergence d'envie pro et perso, mais à la base, l'idée, c'était de se dire on va faire 2 ans en Angleterre, apprendre l'anglais pour le business, s'intégrer, découvrir notre culture, et puis revenir pour devenir parents en France. D'accord. C'était ça le plan. Bon voilà, ça fait 5 ans, nos 2 filles sont nées là-bas. Ça prouve qu'on s'y sent bien et que on peut avoir des enfants ici et on peut se projeter. Donc finalement au bout de 6 mois en fait ma femme a adoré Londres, qui n'était pas son premier choix, c'était d'abord le mien, parce qu'en fait quand on a décidé de partir à l'étranger, on a regardé justement les marchés professionnels autour de nous en Europe, mais on a regardé aussi les conditions de vie. Et c'est vrai qu'elle était beaucoup plus intéressée par des pays plus chauds, des villes plus chaudes, voilà, comme Madrid, Lisbonne. Oui, rien à voir, a priori.
Et moi, je voulais quelque chose de plus anglophone, voilà, qui fasse pas hyper chaud, ça me gêne pas, tu vois, je supporte pas trop. Donc moi, c'était Londres ou Amsterdam. Et puis, finalement, on a regardé aussi par rapport à elle sa situation, c'est-à-dire que elle était sous contrat et donc elle a réussi à se faire muter dans la branche anglaise de son entreprise. Et puis, moi, c'était plus simple pour partir quand je le souhaitais. Donc, c'est comme ça que voilà, on est arrivé à Londres et qu'on a maintenant 2 filles. On parlait des codes de communication d'un point de vue professionnel et de comment tu as réussi à tirer parti une fois que tu les as bien compris, bien assimilés. Au niveau personnel, on parle souvent dans le podcast de la difficulté parfois, en fait, justement d'intégrer des cercles sociaux, de se faire des amis, que ce soit en tant que parent, en tant qu'individu, en tant que couple. Tu me disais un petit peu au début de cet épisode avoir intégré des cercles internationaux. Je sais pas si du coup, en fait, tu veux m'en parler un petit peu. Et est-ce que tu as remarqué en fait, que les codes amicaux en fait étaient différents aussi finalement entre la France et l'Angleterre, ou en tout cas la communauté cosmopolite que tu as rejoint? Ouais, alors déjà, ce qui nous a permis, nous, une bonne intégration avec d'autres expats, qu'ils soient français ou pas, c'est la crèche. Ça, déjà, c'est top. Parce qu'une fois que tu as tes enfants à la crèche, ça te permet de rencontrer des gens. Tu les vois le matin, tu les vois le soir. Et donc, finalement, les enfants lient. Donc, tu les retrouves aussi dans le parc. Ils jouent ensemble. Donc ça a été un super connecteur. Et super intéressant pour découvrir des profils complètement différents, tu vois. Il y en a, ils viennent de République tchèque, d'autres de Belgique, d'autres un peu partout. Ils ont des histoires folles et tu dis mais j'adore parce que je découvre des nouvelles personnalités, des nouvelles cultures à travers d'eux. Et en tout cas moi personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Après en termes de code de com, je sais pas en verbal en tout cas, mais après en manière de faire pour essayer de créer des amitiés, c'est vrai que les codes sont un poil différents. Nous, on a l'habitude en tant que Français à inviter à venir déjeuner ou dîner chez nous. Voilà, il y a quelque chose autour de la maison, le foyer. Ici, beaucoup moins. Ici, c'est beaucoup plus. En fait, on va se retrouver dans le parc, on va se retrouver dans le pub. C'est normal, c'est la culture locale. Donc c'est assez différent, mais il faut pas justement se dire. Tiens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie d'être potes ou un peu plus parce que, en fait, c'est normal ici. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet à avoir à l'esprit parce que parfois tu peux dire, mince, ils n'ont pas l'air intéressés et nous on voulait lier d'amitié. Et en fait, non, c'est juste que c'est comme ça les codes ici. Ouais. Non mais c'est intéressant et comme tu dis, en fait, on a tendance, en fait, beaucoup encore, même après de nombreuses années passées à l'étranger, en fait, à comparer à ce qu'on connaît. Et c'est réussir, en fait, à se détacher. Comment est-ce que vous avez fait pour vous détacher alors, côté pro, tu l'expliquais, le fait que les opportunités rentrent pas, tu as été obligé finalement de te remettre en question, de réfléchir à comment faire autrement. Côté perso, je sais pas comment ça s'est passé ou si ça s'est fait tout naturellement. Ouais, non, ça s'est fait naturellement en fait, vu que quand on t'invite, on te dit viens au pub avec nous, ou etc. Après, tu t'en fais de même. Je pense que c'est aussi notre responsabilité, nous, tu vois, quelque part. On est expatriés, c'est nous qui venons dans ce pays-là, dans cette culture. C'est aussi à nous de nous adapter au code et faire aussi notre pas. Donc, et je pense que ça doit venir d'abord de nous. Donc, non, on s'y habitue. Et puis maintenant, je t'avoue qu'on adore. On adore, nous, dire tiens, ce samedi ou dimanche, on se retrouve, on se fait le Sunday roast et on passe 2 heures, 3 heures au pub. Et quand il n'y a pas les siestes, évidemment, quand il n'y a pas tout ça, mais et on passe un bon moment. Le Sunday roast, c'est quoi? C'est comme nous, tu sais, le traditionnel poulet frites du dimanche midi en famille. Là, en fait, tu te retrouves dans un pub et qu'est-ce qu'on fait? On y va, on mange soit de la viande, soit du poulet, rôti avec quelques bières, quoi. D'accord, donc c'est un truc traditionnel et genre family friendly ou? Ouais, il y a des pubs. Alors, il y a des pubs, ils te regardent pas très bien quand tu arrives avec des enfants. Et puis, il y en a un, là, pas très loin de chez nous, qui est habitué. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont les chaises hautes, les jeux. Ils arrivent, ils ont même les feutres. Enfin, ils ont tout pour. C'est génial. C'est kids friendly, quoi. Si on revient un petit peu sur le Brexit, tu as eu 2 grosses crises en fait aussi que tu as vécues. Donc tu as le Brexit suivi de très près du Covid. Est-ce que ça a impacté
aussi ton activité professionnelle? Enfin, je veux dire, parce que là, tu es le seul représentant de ton entreprise en Angleterre, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le seul qui suis basé à Londres. Après, le Covid, j'ai envie de dire, déjà, ça a impacté tout le monde de manière générale. Nous, notre activité, ce qu'on a vu à la fois en France et à l'étranger, c'était que tous les événements physiques ont été stoppés pendant quelques mois. Donc, du coup, il y a eu moins d'activité sur cette partie-là. Mais ça a été compensé par beaucoup plus de missions en fait, en conseil en communication, en stratégie et en déploiement sur le digital. Donc au final, on s'y est retrouvés et ça a accéléré notre pivot puisqu'on était à un moment donné de la vie de l'entreprise où on faisait évoluer et on voulait aller vers plus de missions de longue durée, d'accompagner les clients sur des 12 mois, 24 mois, etc. À ce moment-là, comme tout le monde, il se posait la question de comment on va faire face au Covid, comment on doit communiquer. Parce que c'est pareil, je veux dire, c'est la crise, on ne peut pas sortir de chez soi. Est-ce qu'on continue à faire des offres commerciales? C'est des vrais sujets. Dans un moment où parfois ça peut paraître indécent. Donc voilà, donc il y avait tout ça et ils avaient ce besoin d'avoir une autre perspective, un autre regard et nous au final ça nous a permis de nous positionner sur ces activités. C'est incroyable en fait, j'ai l'impression que tu surfes sur les difficultés. J'aime bien, mais moi j'aime bien, tu vois, je suis plutôt du style à voir les verres à moitié pleins. Je crois pas au hasard, donc je crois beaucoup aux signaux. Tu vois, quand il se passe 2 fois dans la même semaine un truc, je me dis ça c'est un signe. Pour certains il faut 5 fois, 10 fois, 15 fois avant de voir le signe. Moi je le vois peut-être trop vite parfois aussi. Ça, c'est le revers de la médaille. Mais moi j'aime bien la difficulté. Mais tu vois, je disais tout à l'heure, se lancer à 23 ans en entrepreneuriat, t'as pas de réseau, pas d'argent, pas d'expérience. Faut y aller. Des agences de communication en France, il y en a 16 000. Personne n'avait attendu Julien et Maxime à Orléans à 23 ans sans rien autour, si tu veux, pour faire de la com, quoi. Et finalement, on a fait notre trou et aujourd'hui, on est très fiers de notre parcours. Bravo. Et alors, à quel moment est-ce que toi qui te poses des questions et qui aime apprendre en fait des autres, à quel moment est-ce que ton podcast, comment t'as fait, est arrivé? À quel moment d'abord est-ce que t'as eu cette idée? Puis combien de temps, comment ça s'est passé la mise en place? Il y a 2 temps forts qui sont liés à ce podcast-là. Le premier, c'est je reviens justement à 2010 quand je crée à 23 ans la boîte. Au bout d'1 an, en fait, nos premiers clients ont été Kleenex, Société Générale et McDo. Donc ça nous a tout de suite positionné sur des très belles marques. On fait une première année au-delà de nos espérances en termes de business plan. On gagne un trophée de l'entreprise dans la catégorie espoir. Et là, on se dit, OK, on fait 12 heures par jour de boulot, si ce n'est plus, 6 jours sur 7. Si on veut faire plus l'année prochaine, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on trouve autre chose, il faut qu'on recrute. Donc, on s'est mis à recruter, on a accueilli un premier collaborateur. Et là, on s'est confronté à l'entrepreneuriat plus poussé, entre guillemets. Je m'explique. On découvre que gérer une boîte, c'était pas juste avoir des bonnes idées pour ses clients et les mettre en place. C'était aussi gérer des hommes avec un grand H. C'était gérer de la finance, du légal parfois, de la compta. De la stratégie, du commercial, en fait tout un tas de choses et que on n'était pas spécialement formé pour. Alors oui, sur le papier on était CEO et j'aime bien dire qu'on a eu la promotion la plus rapide du monde. On est passé de stagiaire à CEO en 1 mois, mais derrière on n'avait pas le bagage pour. D'autant plus que ni Maxime ni moi n'avons fait d'école de commerce. Donc on n'avait pas ces réflexes-là. Donc là on s'est dit comment on fait pour se former et pour apprendre. Et donc chaque trimestre on prenait 2-3 jours. Et on partait, tous les 2, en dehors des bureaux, pour nous aérer aussi l'esprit, à Lille, à Lyon, à Londres, à Marseille. Et on passait 2-3 jours dans ces villes-là et on contactait les entrepreneurs en disant écoute, si tu veux, on est dans ta ville, prenons un café, déjeunons ensemble, le truc très typiquement français, et parlons de notre challenge, mais aussi de nos galères entrepreneuriales, parce que c'est pas que les réseaux où tu arrives costume cravate, tu dis ma boîte c'est la numéro 1, tout se passe bien, etc. Oui, ça c'est la façade. La réalité, c'est que c'est complètement différent derrière. Voilà. On a fait ça pendant 8 ans, 9 ans. On a fait des super rencontres, autant des gens qui se lancent que des gens qui sont dans des boards de grands groupes internationaux. Enfin voilà, franchement super. Et les gens prennent le temps de vous recevoir facilement, je veux dire? En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui se mettent des barrières et qui n'osent pas demander. Toi, moi, j'aime bien dire, si tu poses pas la question, c'est non. Si tu poses la question, ça peut être oui ou non. Et voilà. Donc, on posait la question. Et puis, il y avait des gens qui ne nous répondaient pas, mais il y en avait beaucoup qui nous répondaient parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu entreprends, ça va bien au-delà de 9h, 18h. C'est-à-dire que le soir, tu repars avec tes problèmes, avec tes questionnements, etc. Parfois, tu as du mal à dormir la nuit, tu y penses le week-end. Et tu as beau en parler à ton conjoint, ta conjointe, ils ont beau être un super support pour toi, à un moment donné, ils n'en peuvent plus de ta boîte. Et donc, il
il faut trouver des solutions pour pouvoir échanger. Donc moi, j'ai la chance d'avoir sur tous mes projets entrepreneuriaux des associés. Donc à chaque fois, quand on se pose des questions ou quand il y en a un qui va moins bien, il y a toujours l'autre qui est là pour donner une autre perspective, pour aider et pour accompagner. Et ça, c'est une grande force en fait, tu vois. Mais ça, tous les entrepreneurs ne l'ont pas. Donc voilà, ça c'est le premier moment. Deuxième moment, c'est qu'on arrive en 2020. Moi, je suis papa. Sauf que ça fait quelques années que je suis dans mon confort et que voilà, je fais moins de sport, je profite un peu plus de la vie dans le sens je suis très français, donc j'aime bien manger, j'aime bien boire, et je me dis ok, j'ai besoin que je reprenne en main peut-être mon corps, et donc je me mets à courir le matin. Tu vois, j'ai une petite routine à ce moment-là qui est de dire je me lève, je me pose pas de questions, j'enfile les chaussures, je laisse le cerveau sur la table de chevet, je vais juste courir. Voilà. Donc je pars courir. Au départ, j'écoute des playlists musicales et puis à bout d'un moment, j'en ai marre. Je me dis, je suis en train de nourrir le corps, mais est-ce que je peux aussi nourrir mon esprit? Donc, je me mets à écouter des podcasts. Je me mets à écouter plutôt des parcours d'entrepreneurs qui m'ont énormément inspiré. Mais il y a toujours une frustration qu'elle a. Et cette frustration, elle est que aucun podcasteur déjà existant ne pouvait me l'apporter. C'était que moi, je voulais échanger avec ces entrepreneurs. En fait, c'était faire ce que j'avais fait avec Maxime pendant 8 ans ou 9 ans en physique. Mais là, je ne pouvais plus le faire parce que je suis de l'autre côté de la Manche et en fait, le Covid m'empêche de faire les trajets comme avant. Voilà, donc c'est là où je me dis, je pars pour 10 épisodes. Aucune ambition de devenir le numéro 1 ou autre, ou quoi que ce soit. Juste le fait de me dire, ça va me permettre, moi, d'échanger avec des entrepreneurs toutes les semaines. Donc, je pars pour 10 épisodes. Ça marche, tant mieux, je continue. Ça marche pas, je m'arrête et ce sera une expérience et j'aurai appris. C'est pas grave. Génial, d'accord. Donc, du coup, c'est curiosité personnelle, une soif d'apprendre à assouvir. Alors, comment est-ce que tu les choisis, ces personnes? Est-ce que tu vas choisir initialement des gens justement qui sont partis à l'étranger comme toi ou pas particulièrement? Non, en fait, ce que je me dis, c'est qu'au départ, j'ai bien quelques targets, tu vois, des gens que je veux absolument avoir sur mon podcast, mais je me dis, tant que tu n'as pas un pilote et tant que tu n'en as pas 2-3, c'est un peu compliqué. Donc, je commence tout simplement par regarder autour de moi quels sont les entrepreneurs qui soit m'inspirent, soit que je connais, et qui seraient dans la même démarche de partager, parce qu'en fait, ce podcast-là, toi, il y en a qui m'ont dit, Julien, t'imagines la valeur que tu es en train de partager gratuitement, ces échanges-là, ils valent de l'or, tu pourrais les garder pour toi, tu es en train de nourrir tes concurrents, etc. Pour moi, il n'y a pas de ça, tu vois. C'est c'est véridique. Moi, ma vision, c'est que en fait, je respecte énormément tous ceux qui se lancent, qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas, parce que c'est un vrai choix de vie. C'est engageant, et pas que financièrement, mais en temps, en énergie, en santé. Donc, je respecte énormément tous ceux qui le font. Mais je m'étais rendu compte autour de moi qu'il y avait des potes entrepreneurs qui, eux, étaient tout seuls à la tête de leur boîte. Et quand le Covid arrive, ils se prenaient la charge mentale à la fois perso et pro. Dire, perso, comment je vais faire moi pour mon foyer, et puis pro, comment je fais pour maintenir les emplois, l'activité de ma boîte, etc. Donc je me suis dit, en fait, ce podcast-là, je vais le partager à tout le monde. Et donc ces échanges, je vais le partager à tout le monde. Et pour moi, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde sur les marchés. Et je vois pas les autres agences comme des concurrents, par exemple, mais je les vois comme des confrères. Et donc, pour moi, vu qu'il n'y a pas cette notion de concurrence, voilà, c'est pas grave. Et donc, chacun son positionnement, chacun ses clients. Et nous, il y a des clients qu'on ne peut pas adresser. Et il y a d'autres clients qu'on peut adresser. Bon, c'est comme ça, c'est la loi d'un marché, tout simplement. Ça coïncide aussi à un moment de ma vie où en fait, après une dizaine d'années d'entrepreneuriat, moi, j'accompagne et je conseille des entrepreneurs sur leur modèle économique, sur leur positionnement marketing. Tu l'as vu, je suis passionné, j'adore ça et j'aime bien voir les opportunités. Et en fait, je me rends compte que c'est important pour les entrepreneurs à un moment donné où il y a la crise sanitaire qui nous tombe dessus, de revoir tout de suite leur positionnement pour s'adapter et être prêt pour la reprise. Voilà. Donc, tout ça fait que je lance le podcast. Je lance le podcast avec d'abord le réseau que j'ai autour de moi. Et puis après, ça me permet de dire, regardez, il y a déjà 3, 4, 5, 10 épisodes, d'aller tout simplement contacter des entrepreneurs de mon choix. Et là, ce que je veux dire par là, je dis entrepreneur depuis tout à l'heure, mais je sais jamais trop bien s'il faut dire entrepreneuse, entrepreneur avec un E. J'inclus bien les femmes dedans. Ouais. Alors la réalité, c'est que j'ai quand même sur le podcast plus d'hommes que de femmes interviewées. Mais ça, c'est tout simplement la réalité du quotidien. Il y a des chiffres, il y a des stats officiels de genre en France, par exemple. Il y a Sista, qui est un organisme qui sort des statistiques.
Je crois qu'il faut attendre, je sais plus, je crois 2050 pour espérer qu'il y ait un équilibre 50%. En France ou dans le monde? En France? Ouais, je crois que c'est, ouais, je crois que c'est ça. Ah ouais, donc il y a encore du chemin. Je sais plus si c'est 2030 ou 2050, mais en tout cas, On n'y est pas, quoi. Dans les deux cas, c'est loin. Ouais. Voilà. Et alors, du coup, tu étais parti pour faire 10 épisodes au début. Et finalement, ça va faire 3 ans bientôt que ton podcast existe. Ouais, c'est ça. On en est là au moment où on enregistre à 2 ans, presque et demi. Ah oui. 96 épisodes. C'est ça, presque 100 déjà. Ouais, bientôt le 100e. Ouais, ça arrive très vite. Et puis, derrière, surtout 96 super rencontres. Parce qu'au-delà de l'heure qui est partagée sur le podcast, où ces entrepreneurs racontent ce qu'ils ont vécu, j'ai voulu vraiment, en fait, avec ce podcast, essayer de, entre guillemets, nourrir tous les entrepreneurs, soit installés, soit en devenir. C'est-à-dire que tu as une idée de monter une boîte ou tu es déjà à la tête d'une boîte, tu sais que si tu écoutes comment tu as fait, tu vas gagner des années d'expérience grâce à ceux qui ont déjà vécu ces expériences que toi tu es en train de vivre. Donc j'ai voulu vraiment traiter tout le cycle de vie de l'entreprise. Donc je traite de comment tu as fait pour créer ta boîte, à comment tu as fait pour la vendre, en passant par comment tu as fait pour t'associer. C'est pas toujours simple. Est-ce que je m'associe avec des potes, en famille, avec des gens que je connais pas? Est-ce que je reste tout seul à la tête de ma boîte? C'est des questions qu'on se pose quand on veut se lancer. Comment je fais pour développer ma boîte? Est-ce que je lève des fonds, j'en lève pas? Est-ce que je vais voir la banque? Enfin voilà. En tout cas, de rentrer dans le concret pour sortir du storytelling où chacun raconte la belle histoire de sa boîte, mais vraiment dire, ok, là, si tu me dis que tu es passé de 50 à 200 en 6 mois, d'accord, mais arrêtons-nous 5 minutes dessus pour t'expliquer comment tu as fait. Ce qui m'intéresse, c'est pas juste dire ça, c'est dire, j'ai mis en place une équipe avec un RH, on avait tant d'entretiens, on avait un process, ou on avait un cabinet, où pour recruter, plutôt que de recruter de manière opportuniste, j'ai posé un organigramme à 3 ans, du coup, je me suis fié qu'à ça, même si à court terme, j'avais besoin d'autres profils. Voilà, tout ça, ça m'intéresse parce que ça peut aider en fait concrètement tout type d'entrepreneur, quelle que soit son avancée dans son aventure entrepreneuriale. C'est super intéressant. Et est-ce que ça t'a pas aussi réintégré en fait dans des réseaux francophones? Et je m'explique par là. Tu vois, moi, j'ai lancé pas French Expat. French Expat, il date d'un peu avant 2020, mais Génération Podcast, qui est un podcast qui traite du podcast en général. Au moment en fait où moi, je réfléchissais, tu vois, à ma reconversion, je vis aux États-Unis depuis plus de 10 ans, et c'était aussi en fait finalement une manière de rester lié à un écosystème avec lequel je travaille, mais physiquement, si tu veux, je peux pas les voir parce qu'ils sont en France. Il y en a beaucoup que j'ai jamais rencontrés avec qui je travaille au quotidien. Du coup, en fait, je me demande, est-ce que je me projette complètement sur ton histoire et ça n'a rien à voir, ou est-ce que en fait ça t'a permis toi aussi en fait finalement de te raccrocher à cet écosystème francophone auquel bien sûr t'étais accroché parce que t'es patron de ta boîte, mais t'étais plus en France, quoi. Non, mais t'as raison. Il y a le fait d'être parti vivre en Angleterre. Il y a aussi ce. Toi d'ailleurs, je dis parti vivre. Je devrais même pas dire ça en fait. Le fait de m'être installé, parce que je suis pas parti, j'ai pas fui la France ou autre. Je suis allé faire une nouvelle expérience, je suis allé m'installer, je suis allé ouvrir un réseau que je connaissais pas. Quand on a créé à Orléans à 23 ans, mon réseau il était orléanais et région centre. Après je me suis installé à Paris et donc j'ai élargi Paris-Île-de-France et puis du coup tu accèdes à des sièges nationaux, internationaux, etc. Bon après et là maintenant il y a les UK donc ça t'ouvre aussi beaucoup d'autres portes. Par contre, physiquement, effectivement, je pouvais être beaucoup moins présent dans les réseaux, dans tous les dîners, tous les petits déjeuners, etc., auxquels j'allais avant. Donc, quelque part, il y a eu un peu ce manque aussi pour moi, parce que ça me plaisait d'y aller, c'était pas une contrainte. Et puis en même temps, il y a ce côté où, ok, il y a la visio, et aujourd'hui, moi, je rentre en France que 4-5 fois dans l'année pour le boulot. Sinon, je fais tout à distance et tout en visio, ça marche très bien, mais tu as quand même besoin d'un contact humain. Donc tu vois, moi par exemple, ça a changé ma manière de m'organiser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de missions clients qui sont faites depuis la visio. Il y en a d'autres qui nécessitent des visites d'entreprise, etc. Donc là, j'y vais. Mais avec mon équipe, c'est pareil. Là où avant, je pensais qu'il fallait être absolument toujours à côté de l'équipe, là, le fait d'être à distance, déjà, laisse un peu de place aussi aux autres. Je suis un peu moins dans le détail, évidemment. Mais surtout, quand j'y vais, c'est des temps où ça sert à rien que j'y aille pour être derrière mon ordinateur et bosser à côté d'eux, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être à côté des collaboratrices, collaborateurs, partager des moments. Donc souvent, c'est plutôt des temps d'équipe, des temps collectifs ou des séminaires qu'on fait quand je suis présent au bureau. Tu parlais juste à l'instant, en fait, justement, de le fait en fait, d'être à distance te force, en fait, si tu veux, à laisser peut-être plus d'espace aux collaborateurs pour grandir. Est-ce que tu saurais en fait expliquer justement comment est-ce que ton management et je sais pas si c'est moi aussi ton management d'équipe, la création, la gestion de la stratégie de ta boîte a évolué du fait en fait de cette distance physique que tu as. Tu peux être tout à fait joignable, mais voilà, t'es pas au quotidien dans les bureaux. Ouais, alors
M'installer en Angleterre, ça a effectivement changé mon quotidien et celui de l'équipe. Dans le sens où... alors moi, ça faisait déjà 5 ans que j'étais basé à Paris et la majorité de l'équipe à Orléans. Donc j'étais pas tous les jours au bureau, j'y étais 2 jours par semaine à peu près. Et souvent, ce qui se passait, c'est que vu que j'enchaînais les rendez-vous, je les avais au téléphone entre 2 meetings. Voilà, ça c'était le fonctionnement avant. Après Angleterre, ça a changé, enfin après mon installation, puisque là, en fait, j'étais plus là physiquement. Par contre, on est passé à la visio. Et déjà, rien que de se voir plutôt que de s'appeler pour parler d'un sujet qui va ou qui va pas d'ailleurs sur un dossier, c'est quand même beaucoup plus simple de connecter quand on est en visio. Donc ça, déjà, je trouve que ça a été bénéfique. Deuxième élément qui a été bénéfique, c'est que là, à la fois pour moi et pour l'équipe, Julien pouvait plus être là rapidement. Donc ça voulait dire aussi que ça laissait beaucoup plus de place et de responsabilité à mes collaboratrices et collaborateurs. Et je pense que pour certains, enfin en tout cas moi de mon observation, ça a été libérateur pour eux. Et à l'inverse, pour moi, ça m'a aidé aussi à lâcher prise, puisque avant j'avais aussi ce vieux réflexe de dire ok, en fait là il y a ce sujet-là où il faut que je vienne pour tel dossier. Et en fait, je venais tout le temps exprès au bureau alors que c'était pas nécessaire. Donc moi, ça m'a aidé en fait à prendre de la hauteur, à travailler davantage sur que dans l'entreprise et du coup à mettre en place les stratégies, les process, etc. qui permettent de développer cette entreprise-là. Donc ça, pour moi, c'était un vrai shift, ça m'a clairement aidé. Et aujourd'hui, ça, c'est une expérience, tu vois, que les dirigeants que j'accompagne adorent. Parce que d'avoir vécu ça, ça me permet de les aider à le mettre en place aussi dans leur entreprise et eux passer un palier. Et surtout faire en sorte que leurs entreprises soient moins dépendantes d'eux ou d'elles. C'est vrai qu'on pense pas toujours à ça. Je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu referais tout pareil ? Est-ce que finalement, enfin tu vois, genre même le fait que le début n'ait pas été facile, ça a finalement contribué aussi en fait à écrire ton histoire et à mieux comprendre finalement ton nouvel environnement. Est-ce que tu referais tout pareil ou est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a un petit conseil que tu pourrais chuchoter à l'oreille du Julien d'il y a 5 ans qui s'installe en Angleterre ? Tu vois, c'est ce que je dis souvent aussi aux dirigeants que j'accompagne et je conseille. Tu as 2 manières de voir les choses. Soit tu fais, ça prend du temps, mais t'apprends et t'apprends bien, parce que t'as pris une claque. C'est ce que j'ai fait. Soit tu payes, t'es accompagné, et en fait, on te fait gagner des années d'expérience parce que quelqu'un a déjà vécu et t'aide à mettre en place les choses. Moi, ce que j'ai vécu, c'est la première option. C'est-à-dire, je me suis dit... mais un peu comme quand j'ai créé à 23 ans la boîte, tu vois, on m'a dit, t'es inconscient, voilà, je vais en Angleterre, il y a le Brexit qui est voté, je suis un Frenchie, je parle pas anglais, j'ai pas de clients à ce moment-là en Angleterre. Ils m'ont dit, mais t'es inconscient de faire ça. Pour autant, j'avais besoin de l'expérimenter pour me rendre compte et pour faire évoluer. Donc, tu vois, j'ai pas de regrets. Les seules choses peut-être que je ferais différemment, c'est que je me dirais, maintenant que je sais ça, j'aurais peut-être activé 2-3 leviers avant, mais ça fait partie de l'expérience et ça fait partie de... Toi, j'ai appris une chose ces dernières années, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas une fin en soi. Et moi, je pensais qu'il fallait atteindre des paliers, qu'il fallait atteindre des objectifs pour être satisfait, pour avoir du bonheur, pour toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai compris ça, c'est que ce qui est important, c'est le voyage. Et l'entrepreneuriat, c'est un voyage. Et donc, oui, tous les jours, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent pas bien. Mais ce qu'il faut apprendre à apprécier, c'est ce voyage. Et en fait, c'en est un, l'Angleterre, pour moi. Et j'ai appris, j'ai galéré. Mais aujourd'hui, je le kiffe et ça se passe très bien. Parce que j'ai eu ces 6 premiers mois où j'ai appris, en fait, tout simplement. Et justement, ça me fait penser aussi, en fait, à... Je sais pas si on peut parler de culture de l'échec, mais je sais que moi, étant aux États-Unis, tu vois, aux États-Unis, c'est tout à fait bienvenu, finalement, de raconter les trucs qui n'ont pas marché. Est-ce que c'est un shift qui est un peu en train de se faire en France ? J'ai l'impression qu'on en parle peut-être de plus en plus, mais ça reste encore un petit peu tabou de parler des plantages, finalement. Ouais, alors je sais pas si en France on est encore assez mature ou prêt à faire des failcon et juste faire ces fameuses conférences où tu racontes que t'es raté. Pour autant, c'est vrai que de plus en plus on se rend compte que ce qui est typique de l'Amérique de dire je me suis raté là-dessus, voilà ce que j'ai appris et je passe à autre chose, qui était très mal vu en France, arrive de plus en plus. Tu le vois fleurir sur LinkedIn en ce moment, tout le monde y va de son échec ou de pour arriver à justifier après d'un shift. C'est vrai qu'en Angleterre, peut-être que tu as la même culture, en tout cas la même approche qu'en Amérique, de dire c'est pas grave si j'ai raté,
Alors qu'en France, si tu dis j'ai raté, t'en as encore quelques-uns qui disent qui te jugent, quoi. Voilà. Donc moi, en tout cas, ça m'a ouvert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle plus facilement de mes échecs ou de ce que j'ai appris qu'avant. Avant, j'avais ce côté très franco-français de dire bah non, tout va bien, tout se passe bien. Et ça m'a fait du bien aussi parce que tu vois, si je prends juste, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais la santé mentale du dirigeant, garder pour soi des choses, en fait, ça marche pas toujours, quoi. Alors que quand t'en parles, t'as des gens qui veulent t'aider, t'as des gens qui t'ouvrent des perspectives, qui te permettent de passer au-delà et d'avancer. Il y a une phrase qui est très connue, c'est effectivement un entrepreneur, c'est quelqu'un qui échoue plus que les autres. Et c'est parce que tu vas avoir échoué 5, 6, 7, 8, 9 fois que tu vas avoir réussi. Celui qui s'est arrêté au premier échec, il va pas jusqu'à la réussite derrière. Parce qu'en fait, faire un strike, comme je dis, tu vois, que ça marche du premier coup, c'est rare. Important de le rappeler. C'est super intéressant en tout cas. Du coup, à chaque fois que je dis intéressant, je me dis merde, il va croire que j'en ai rien à faire. Interesting. Ouais, ok, merci. Ça y est, t'as bien la culture américaine et anglaise. En février dernier, Julien a sorti son tout premier livre, inspiré de son podcast « Comment t'as fait ?». Dans ce livre, paru chez Vuibert, il raconte le cycle d'une entreprise, chapitre après chapitre, depuis la création jusqu'à la revente de la boîte, tout en passant par le choix des associés ou encore les levées de fonds. Un début d'année qui semble plutôt prometteur pour Julien Hatton, alors que lui réserve la suite. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour le futur ? Moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est du kiff, puisqu'on est là pour ça. Et puis surtout, non mais ce choix aussi de vivre ici et d'y rester, il vient aussi de notre enfance qu'on avait avec ma compagne, parce que tous les deux, on est originaires d'Orléans ou d'à côté. Et en fait, on n'avait pas eu spécialement l'occasion de vivre à l'étranger avant, et surtout d'apprendre l'anglais. Et ce qu'on voulait pour nos enfants, c'était tout simplement de pouvoir leur ouvrir un terrain de jeu mondial pour plus tard leur vie ou leur carrière. Donc on sait que là, en ayant les bases pendant leurs premières années de leur vie, elles vont pouvoir après faire ce qui leur plaît et être en capacité de parler avec tout le monde, partout dans le monde. Parce qu'à partir du moment où tu maîtrises l'anglais, ça t'ouvre quand même pas mal de rencontres et d'opportunités. Voilà. Donc c'est ce qu'on voulait. Et puis on veut leur donner quelque chose que nos parents nous ont donné, dont on est très fiers. C'est aussi ce côté très sportif. On adore le sport. Et ici, la chance qu'on a, c'est qu'on a effectivement autour de nous 3 grands parcs qui nous permettent d'aller régulièrement faire du sport en famille. Et ça, voilà, c'est important pour nous. Donc du kiff, du sport, et voilà, c'est bien. Merci beaucoup, c'était passionnant. Bravo pour tout ce que tu as fait. Et puis, on te souhaite que du meilleur pour la suite. Écoute, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et puis, un bonjour à toutes les auditrices et auditeurs qui auront écouté jusqu'au bout. Ils sont nombreux. On le souhaite. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'adresse un grand merci à Julien pour ce chouette moment passé ensemble et je vous dis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou encore sur Spotify ou Apple Podcast pour nous faire part de vos retours. Ça compte énormément pour moi, mais aussi pour tous les témoignants et témoignantes du podcast. Si ça vous dit de découvrir le premier et nouveau livre de Julien, je vous mets toutes les informations dans la description de cet épisode. En attendant, tradition oblige, je vous propose un petit extrait pour découvrir de quoi nous allons parler la semaine prochaine. J'ai trouvé ce poste donc à Pueblo. Il demandait un fellowship trained trauma surgeon. Donc ce que tu n'avais pas. Bon, exactement, ce que je n'avais pas. Quand on finit la chirurgie générale, l'internat ici aux States, on est déjà entraîné en trauma, mais tu peux faire une année en plus pour être encore plus spécialisé là-dedans. Et j'avais toujours le souvenir d'un... je ne sais même pas si les statistiques, les chiffres sont corrects, mais qui disaient que, tu sais, les hommes, pour postuler un job, s'assurent d'avoir 60% des critères.
Et les femmes s'assurent d'avoir 90% des critères, tu vois. Et je me suis dit, si j'étais un mec, j'ai aucun problème, tu vois, j'enverrai mon dossier. Et j'ai envoyé mon dossier et en fait, ils m'ont dit, bah non, on s'est planté, on n'avait même pas besoin d'un fellowship trained surgeon. Comme quoi. Et donc, on a fait un entretien au téléphone, puis j'y suis allée et j'étais genre, mais c'est ouf, quoi. Enfin, genre, tout le monde était super sympa. J'avais plusieurs des collègues qui étaient dans la même situation, donc Mexicains, d'Inde, de Canada, enfin tout ça, donc c'était vraiment assez varié. Et c'était au Colorado. Enfin, j'avais jamais été au Colorado. Tu connaissais pas le... Non, je connaissais pas le Colorado, mais t'avais cette idée, tu sais, le Colorado, que c'était super beau et tout. Les grands espaces. Mais voilà. Ouais. Et les montagnes et tout. Et donc, moi, la première fois que je suis venue au Colorado, c'est pour mon entretien. Et donc, je suis venue passer mon entretien. Je me souviens avoir dit à ma mère, mais it's too good to be true, tu vois. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire.